Il n'y a eu ni épisode d'adieu formel, ni finale orchestrée pour les caméras, ni rupture dramatique, seulement un silence. Un jour, l'homme était là, sous le capot d'une voiture fatiguée, ses gants orange vif contrastant avec la rouille et la graisse. Et le lendemain, il avait tout simplement disparu. Pendant plus d'une décennie, Ed Sheena fut le cœur mécanique et le génie pédagogique qui conférait à Wheeler Dealer sa singularité. Son retrait soudain de l'écran n'a pas seulement secoué les millions de téléspectateurs, il a mis en lumière une vérité plus nuancée et une histoire de principes non négociables. Quelles circonstances réelles ont présidé à la décision d'Ed de quitter le programme qu'il avait largement contribué à bâtir et à définir? S'agissait-il d'une divergence créative fondamentale, d'une impérative nécessité personnelle, ou d'une situation bien plus alambiquée qu'un simple désaccord? Pour démêler le fil de cette énigme télévisuelle, nous devons remonter aux prémices, examiner chaque élément, afin de découvrir la genèse derrière l'une des séparations les plus débattues de l'histoire du divertissement automobile. Avant qu'Ed Sheena ne devienne synonyme de précision mécanique, avant l'uniforme bleu de travail et l'aura télévisuelle mondiale, il était avant tout un jeune homme mu par une insatiable curiosité, ses mains toujours en quête d'action. Né à Londres le 9 mai 1971 et ayant grandi dans le comté tranquille du Surrey, Ed s'est développé au milieu d'un monde de machines, de rouages et d'interrogations constantes. Il n'était pas de ceux qui acceptent le fonctionnement des choses sans les comprendre. Si un mécanisme était en mouvement, il en exigeait l'explication. S'il était immobile, il en cherchait la raison d'être. Très tôt, Ed manifesta une affinité profonde pour tout ce qui était mécanique. Mais son intérêt ne s'arrêtait pas aux simples écrous et boulons. Ce qui le fascinait le plus était le potentiel inexploité des objets. Comment pouvait-on transformer, dénaturer ou, mieux encore, réinventer entièrement un concept? Cette passion l'a conduit à étudier le design de produits d'ingénierie à l'université de South Bank, à Londres. Pendant que ses camarades se concentraient sur des travaux académiques conventionnels, Ed avait déjà un autre projet en tête. Il n'étudiait pas dans le but de valider un diplôme. Il concevait dans l'intention de stupéfier. Son premier fait d'armes prit la forme d'un objet dont l'apparition sur la voie publique était totalement inattendue, un canapé de salon. Il ne s'agissait pas d'un meuble anodin, mais d'un véhicule pleinement motorisé, homologué pour la route, qu'il baptisa le Casual Lofa. Doté d'un système de direction, de roues fonctionnelles et d'une plaque d'immatriculation officielle, ce sofa roulant était aussi efficace dans sa locomotion qu'il était absurde dans son concept. Il s'attirait les regards partout où il passait et déclenchait des conversations à chaque arrêt. Surtout, cette création prouvait une vérité fondamentale sur l'approche d'Ed. Il ne se contentait pas de réparer des machines, il les métamorphosait. Le retentissement du Casual Lofa ne fut pas un coup de chance isolé. Il servit de base à la première entreprise d'Ed. En mars 1999, il fonda Comfy Banana Limited, une société dédiée à l'élaboration de machines motorisées à la fois fantasques et performantes. Du cabanon de jardin le plus rapide du monde à un chariot de supermarché surdimensionné et motorisé, les inventions d'Ed étaient un mélange d'humour et d'ingéniosité technique. Il ne jouait pas avec des véhicules, il redéfinissait leur utilité et leur potentiel. Chaque réalisation lui apportait une couverture médiatique accrue, des inscriptions au livre Guinness des records et un public de plus en plus fasciné par son inventivité sans limite. Malgré cette notoriété grandissante, Ed est resté fondamentalement un homme d'atelier. Il ouvrit un centre de contrôle technique et de réparation à Bracknell, baptisé Grease Junkie, où il ne se cantonnait pas à l'entretien classique des véhicules. Ce garage n'était pas un simple endroit pour effectuer des vidanges ou ajuster des suspensions. C'était un laboratoire d'innovation mécanique. Les automobilistes affluaient de tout le Berkshire, et certains repartaient avec bien plus qu'une voiture réparée. Ils repartaient avec une histoire singulière à raconter. Puis, en 2003, des producteurs de télévision cherchaient à élaborer un concept novateur. Une émission capable de marier l'attrait commercial de l'achat-revente de véhicules d'occasion avec la rigueur technique des réparations authentiques. C'est ainsi que prit forme Wheeler Dealer. Le principe était d'une élégance minimaliste, dénicher des voitures classiques, les restaurer avec soin et les revendre en réalisant un bénéfice. Sa concrétisation nécessitait cependant deux personnalités complémentaires. D'un côté, il fallait Mike Brewer, le négociant vif et entreprenant, maître des transactions. De l'autre, il fallait quelqu'un pour incarner la vérité mécanique, quelqu'un capable de redonner vie à des épaves, quelqu'un possédant le savoir-faire d'Ed Sheena. Dès la première émission, une osmose s'est établie. Ed ne se contentait pas de réparer les véhicules, il les démystifiait. Il guidait les spectateurs à travers le processus de réparation d'étriers de freins grippés, de boîtes de vitesse récalcitrantes ou de pannes électriques complexes avec une clarté et une patience remarquables.
Son approche méthodique, associée à la verve de Mike, créait un équilibre à la fois rafraîchissant et totalement crédible. Il ne s'agissait pas de dramaturgie scénarisée ou de conflits artificiels. C'était l'histoire de deux passionnés aux compétences distinctes, résolvant des problèmes réels en temps réel. Au fil des saisons, l'émission a séduit une audience toujours plus vaste. Elle a transcendé le cercle des seuls passionnés de mécanique. Des familles la regardaient ensemble, des bricoleurs prenaient des notes, et des personnes n'ayant jamais touché une clé à molette se sont senties encouragées à entreprendre la réparation de leur propre voiture. Cette sensation de confiance, cette accessibilité technique, était en grande partie le mérite d'Ed. Il ralentissait la complexité, rendait les machines moins intimidantes et dispensait un enseignement sans jamais adopter un ton professoral. Au milieu des années 2000, Wheeler Dealer était devenu un succès mondial discret, diffusé sur de multiples continents et doublé dans de nombreuses langues. Pourtant, le cœur de l'émission résidait toujours dans un garage simple, filmé par une caméra attentive, avec un homme qui avait jadis cru qu'un canapé pouvait rouler. Le voyage ne faisait que commencer, mais l'essence même de l'émission était déjà solidement ancrée dans un esprit de curiosité, d'ingéniosité et d'un rejet catégorique de la facilité et du bâclé. Le succès, cependant, possède la capacité singulière de transformer tout ce qu'il touche. Un projet né de la passion dans un modeste atelier britannique se mue en quelques années en une marque de télévision planétaire. C'est le destin qu'a connu Wheeler Dealer. Au fil du temps, l'émission est passée du statut de chouchou confidentiel à celui de phénomène international, diffusé dans plus d'une centaine de pays. Mais cette expansion a engendré de nouvelles attentes, des pressions accrues et une modification subtile de l'identité du programme. Lorsque la série a entamé sa 9e saison, une décision majeure fut prise. La production allait délocaliser ses opérations en Californie. Sur le plan commercial, ce choix semblait logique. Les États-Unis représentaient un trésor inépuisable de voitures classiques, une culture de la restauration florissante et un public massif avide de nouveaux épisodes. Ce déménagement promettait également un climat plus favorable, des installations d'ateliers plus vastes et un accès facilité à une incroyable diversité de véhicules. Pour la chaîne et les producteurs, il s'agissait d'une progression naturelle. Mais pour Ed China, ce fut, en coulisses, le commencement d'une lente dérive, un éloignement progressif de l'authenticité qui faisait la force de l'émission. Le nouveau décor américain était visuellement parfait, immaculé, rempli de machines de haute performance, conçues pour séduire une audience plus vaste. Des muscle-cars emblématiques occupaient tous les coins de l'atelier. Les caméras se mettaient en marche au petit matin et tournaient jusqu'au soir. Les délais de production étaient drastiquement réduits, les budgets étaient plus conséquents, et les impératifs commerciaux commençaient à influencer le choix des véhicules et des scènes diffusées. Au début, la situation avait l'air d'un rêve. Des coffres à outils flambants neufs plus au quai de lui-même, un budget pour les pièces en augmentation et toutes les ressources qu'un mécanicien pouvait désirer. Mais le rythme en coulisses était devenu effréné. Les épisodes devaient être bouclés plus rapidement, les réparations expédiées. Ce qui occupait autrefois 10 minutes détaillées à l'écran se retrouvait désormais compressé en une séquence rapide de 90 secondes. Un démontage moteur complet était réduit à quelques plans rapides et une narration hâtive. Les scènes d'atelier, le cœur battant de l'émission, étaient sacrifiées au profit d'un format plus court et plus spectaculaire. Ed remarqua immédiatement cette altération. Les tâches qui lui laissaient jadis le loisir d'expliquer, d'instruire et d'établir un lien avec les spectateurs étaient désormais édulcorées, accélérées et, à ses yeux, dénuées de substance. Il fit part de ses préoccupations à plusieurs reprises. Il insista, parfois même avec passion, pour qu'on lui accorde davantage de temps pour les réparations, plus d'espace pour expliciter le pourquoi technique derrière le comment pratique. Il filma des plans additionnels et des gros plans après la fin des heures officielles de tournage, dans l'espoir qu'ils soient conservés au montage. La majorité de ces efforts furent écartés. Il restait plus tard que nécessaire, peaufinant les ajustements non pas pour les caméras, mais pour les téléspectateurs qui, dans le monde entier, appuyaient sur pause, revenaient en arrière et apprenaient grâce à lui. Pour Ed, l'enjeu n'était pas une question de temps d'antenne, c'était une question de valeur fondamentale. Il avait construit sa réputation sur une totale transparence, sur le principe d'accompagner le public à travers des réparations authentiques en temps réel. Il n'était pas un acteur jouant le rôle d'un mécanicien passionné. Il était un ingénieur véritable qui se trouvait, par un heureux hasard, à la télévision. Et dans ce nouveau système de production, cette identité même s'évanouissait. Progressivement, séquence après séquence, Mike Brewer s'est retrouvé dans une situation délicate. Toujours pragmatique, il tentait de concilier les exigences contraires.
Il comprenait que l'émission devait s'adapter pour survivre dans un paysage médiatique en mutation rapide. Mais il mesurait également l'importance capitale de l'authenticité d'Ed pour l'héritage de la série. Il fit de son mieux pour servir d'intermédiaire entre les exigences implacables de l'équipe de production et les inquiétudes grandissantes de son partenaire à l'écran. Mais la tension était devenue palpable, augmentant comme la pression dans un système fermé. Même l'audience commença à percevoir ce changement. Sur Internet, les fans les plus fidèles commençaient à s'interroger publiquement. Pourquoi les séquences de réparation étaient-elles si brèves? Où étaient passés les démontages détaillés de boîtes de vitesse? Pourquoi tout semblait-il désormais précipité? La réponse, bien sûr, résidait dans le temps de production. Les producteurs exigeaient plus de contenu, plus rapidement. Les partenaires commerciaux voulaient des produits finis. La chaîne visait l'expansion. Dans cette équation, la nuance technique devenait un luxe, et c'était un luxe qu'Ed ne pouvait accepter de sacrifier. Le moment de la rupture n'a pas été marqué par un affrontement spectaculaire ou une dispute explosive. Il fut le résultat d'une accumulation progressive, des milliers de petites décisions qui, prises ensemble, signifiaient pour Ed que l'émission n'était plus celle à laquelle il avait choisi de participer. Il commença alors à peser ses options, à remettre en question sa place dans ce format révisé, et à se demander s'il était encore possible de faire le travail qu'il aimait sans compromission. Il ne le savait pas encore, mais la séparation était imminente, et lorsqu'elle se produirait, elle prendrait la forme d'un départ discret et maîtrisé qui allait pourtant ébranler l'intégralité du monde de la télévision automobile. La rupture ne fut pas annoncée par un communiqué de presse officiel ou un dernier épisode à gros budget. Il n'y eut pas d'adieu lors du dernier épisode diffusé, pas le moindre indice glissé au détour d'une phrase. En mars 2017, Wheeler Dealer était diffusé comme d'habitude, avec Ed Sheeran affairé à l'établi, remplaçant tranquillement une pièce défectueuse avec la précision et le souci du détail qui lui étaient si caractéristiques. Pourtant, en coulisses, un événement irréversible s'était déjà déroulé. Le 21 mars, Ed publia une courte vidéo de 6 minutes sur sa propre chaîne YouTube. Le titre était explicite, « I'm leaving Wheeler Dealer », « Je quitte Wheeler Dealer ». Le ton était mesuré, la diction calme, mais la portée du message était tout sauf anodine. Assis à un bureau, son regard droit et ses gants orange symboliques à portée de main, Ed a exposé sa décision non comme un acte de rébellion, mais comme un choix dicté par l'intégrité. L'émission, expliqua-t-il, était en train de changer de direction, et non dans un sens qu'il pouvait cautionner. Selon ses propres termes, la chaîne désirait diminuer drastiquement l'espace accordé aux séquences d'atelier. Les réparations, la composante technique essentielle du programme, devaient être raccourcies, voire totalement élaguées, au nom d'une efficacité supposée. Pour certains, cette modification pouvait sembler insignifiante. Mais pour Ed, qui avait bâti sa réputation sur la pédagogie, le détail et la transparence, cette évolution menaçait l'essence même de ses convictions, l'artisanat, la méthode, l'intégrité. Tout était en jeu, je ne pouvais tout simplement pas continuer, a-t-il déclaré, non avec colère, mais avec une conviction imperturbable. Il a exprimé sa reconnaissance envers les fans, son partenaire Mike Brewer, et même la chaîne. Mais sous les formules de politesse, le poids de la décision était palpable. Ed avait défini une limite éthique. Il préférait se retirer que de compromettre la qualité et l'honnêteté de son travail. La réaction fut immédiate et explosive. En quelques heures, la vidéo totalisait déjà des centaines de milliers de vues. À la fin de la journée, elle circulait sur tous les forums automobiles, les groupes Facebook et les pages de fans du monde entier. En quelques jours, elle atteignit des millions de vues et généra des milliers de commentaires passionnés. Les internautes partageaient des extraits, exprimaient leur tristesse et spéculaient. Pour la majorité, c'était la fin d'une ère. Ed Sheeran avait toujours été l'élément stable et rassurant, celui qui expliquait sans condescendance et qui prenait le temps nécessaire. Son départ laissait un vide immense et une multitude de questions en suspens. Malheureusement, la période qui a suivi fut marquée par le chaos. Bien qu'Ed ait pris soin de ne blâmer personne, une partie significative du public a reporté sa frustration sur Mike Brewer. Les accusations fusaient. Mike n'aurait pas suffisamment lutté pour retenir Ed, il aurait pris le parti de la production, il aurait laissé l'âme de l'émission s'éteindre. Ces critiques, souvent dénuées de fondement, se sont propagées rapidement. Certains messages ont dépassé les bornes de la simple critique, se transformant en attaques personnelles ciblant Mike et allant même jusqu'à impliquer sa famille. Ce qui avait commencé comme une déception de fans avait dégénéré en une situation bien plus sombre. Mike Brewer a finalement pris la parole lors d'un podcast pour répondre.
Ses propos furent clairs et directs. Il n'y a pas eu de dispute, pas de conflit, pas de drame. Un gars a quitté son emploi, c'est tout, a-t-il affirmé. Selon lui, Ed avait simplement décidé de suivre sa propre voie. Il a ajouté, sans aucune trace d'amertume, que si Ed avait choisi de critiquer publiquement la nouvelle orientation du programme, lui-même avait fait le choix de ne pas répondre sur le même ton. Au cours de cet entretien, Mike a révélé que la dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était dans un bar d'hôtel à Paris. Ils avaient partagé quelques verres, ri ensemble, et s'étaient séparés en bons termes. Cependant, après la publication de la vidéo d'Ed et la tempête médiatique qui en a résulté, le contact s'était rompu. La polémique avait laissé des cicatrices indéniables. Conscient de l'ampleur des dégâts, Ed a publié une seconde vidéo 6 jours plus tard. Cette fois, son sujet n'était plus l'émission, mais Mike. Il a fermement condamné les attaques subies par son ancien collègue, insistant sur le fait que personne ne méritait de recevoir des menaces ou des messages haineux. Il a rappelé que Wheeler Dealer avait toujours été une œuvre d'équipe et que Mike n'avait aucun pouvoir sur les décisions éditoriales du réseau. Ce fut un geste honorable visant à apaiser les tensions. Mais à ce stade, la fracture au sein de la communauté des fans était déjà bien établie. L'émission devait continuer, et elle le fit sans aide. En 2018, un nouveau visage a fait son entrée dans l'atelier. Ant Tansted, un ancien policier reconverti en mécanicien de talent. Ant a apporté son propre style, efficace, sympathique et compétent. Mais il n'était pas Ed, et il n'a jamais cherché à le remplacer. Il a hérité non seulement d'un rôle, mais aussi du poids des attentes. Chaque scène, chaque boulon serré, était inévitablement comparé à l'héritage de son prédécesseur. Malgré cela, les roues ont continué de tourner. Les lumières de l'atelier sont restées allumées, mais quelque chose avait définitivement changé, non seulement dans la nature de l'émission, mais dans le lien qui unissait les spectateurs au monde qu'ils avaient tant aimé. Le départ discret d'un seul homme avait soulevé des questions fondamentales sur le contrôle créatif, l'intégrité et ce que le public valorise réellement dans un programme télévisé. Et pourtant, l'histoire était loin d'être terminée. Après Wheeler Dealer, Ed Sheehan n'a pas disparu. Il a repris son travail, et même s'est épanoui, dans un environnement où il pouvait enfin faire les choses selon ses propres règles, sans les contraintes de temps, les coupes imposées par les sponsors ou les compromis. Il a lancé Garage Revival sur YouTube, puis a développé sa propre série emblématique, Ed Sheehan's Workshop Diaries. Là, entouré d'outils et de nouvelles idées, il a retrouvé son rythme idéal. Il a restauré des véhicules électriques, reconstruit des canapés motorisés et expliqué chaque étape, chaque composant, sans aucune hâte. La réponse des fans a été massive et immédiate. Les commentaires affluaient, exprimant leur gratitude pour le retour des tutoriels détaillés. Après seulement 10 vidéos, Ed comptait déjà plus d'1 demi-million d'abonnés. Il ne se contentait pas de créer du contenu. Il envoyait un message clair à l'industrie. La qualité prime sur la quantité, la profondeur sur le clinquant, et la confiance sur le spectacle. Ses règles étaient simples. Aucun outil ne devait être montré à l'écran s'il ne figurait pas réellement dans sa propre caisse. Les sponsors devaient mériter leur place, et non l'acheter. Son rythme lui appartenait. Parfois, il publiait chaque semaine. D'autres fois, il prenait une pause pour attendre des pièces ou travailler sur un projet parallèle. Les fans ne s'en plaignaient pas. Ils savaient que chaque épisode valait l'attente. Pendant ce temps, Wheeler Dealer poursuivait sa route. Ant Tansted a quitté l'émission en 2020, remplacé par Mark Elvis Presley, un ancien mécanicien de Formule 1 chez McLaren, doté d'un humour pince sans rire et d'un savoir-faire extrêmement affûté. L'émission est revenue à ses origines britanniques avec un nouvel atelier au Royaume-Uni. Les audiences sont restées robustes, mais la communauté des fans, elle, est demeurée divisée. Certains regrettaient toujours l'approche didactique d'Ed. D'autres appréciaient le format plus rapide et plus léger. Mike Brewer a continué de diriger le navire, jonglant entre les exigences de la télévision et un héritage s'étendant désormais sur près de 2 décennies. Mais malgré l'éloignement, les rumeurs de retrouvailles n'ont jamais cessé de circuler. En 2023, les spéculations ont repris de plus belle. Un blog a laissé entendre une possible apparition d'Ed en tant qu'invité. Un fil de discussion sur Reddit s'est enflammé après qu'un utilisateur ait affirmé avoir vu Mike et Ed discuter à Goodwood. L'idée d'un épisode spécial pour les 20 ans de l'émission a commencé à circuler avec insistance. Ni l'un ni l'autre n'a confirmé ni démenti ces rumeurs. Interrogé à ce sujet, Mike a esquissé son sourire habituel, commentant « Il ne faut jamais dire jamais ».
Lors d'un direct, Ed a répondu à la question d'un fan avec un clin d'œil. Seulement si on montre chaque écrou et chaque boulon. Loin d'être un oui, c'était tout aussi loin d'être un non. Plus récemment, les fans ont eu une lueur d'espoir concrète. Les deux hommes sont apparus au même salon de voitures anciennes, intervenant dans des panels séparés mais partageant un moment en coulisses. Une photo a circulé. Des sourires francs ont été échangés. Twitter s'est enflammé. Quelques semaines plus tard, Mike a posté un message d'anniversaire à l'intention d'Ed, auquel ce dernier a répondu par un simple signe d'approbation. Pour beaucoup, c'était l'équivalent d'une huile nouvelle sur un engrenage grippé. Aujourd'hui, chacun poursuit sa propre voie. Ed continue d'expérimenter avec les taxis à hydrogène et les carburants alternatifs. Mike mène l'émission vers sa 20e saison, promettant des transactions plus audacieuses que jamais. Ils se mentionnent rarement l'un l'autre en interview, mais toujours avec respect. La poignée de main pour un retour n'a pas encore eu lieu, mais la porte du garage n'est pas non plus hermétiquement close. Deux styles, deux visions, mais un partenariat inoubliable. Peut-être que l'avenir réserve une réunion, ou peut-être qu'elle n'est plus nécessaire. Leur histoire continue de rouler, portée par la fidélité de ceux qui les ont regardés, aimés, assez pour exiger des réponses et pour poser les questions les plus importantes. Et vous, quelle philosophie de wheeler-dealer vous parle le plus ? Êtes-vous dans l'équipe du détail mécanique ou dans celle de la négociation astucieuse ? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues du petit écran.